Heureuse de vous retrouver, Martine, bien près de nous. Très heureuse de vous retrouver pour ce déjeuner de rentrée, déjeuner traditionnel ici à l'Écluse, puisque notre ami Gilbert nous ouvre très gentiment cet espace et nous permet de nous retrouver chaque année pour un moment privilégié entre amis, pour à la fois parler de politique, ce qui est notre passion commune, mais parler aussi de notre vie, de notre engagement citoyen, et c'est toujours un moment assez exceptionnel. Je voudrais remercier les amis élus qui sont à mes côtés. Alors, il y en a qui sont déjà installés à table, d'autres qui vont nous rejoindre. Richard Galli, le maire de Mougins, nous rejoindra et Philippe Tabarot, le conseiller général, nous rejoindra également. Je voudrais remercier quelqu'un qui vient de loin. C'est une amie. Elle a un engagement militant exceptionnel et puis un engagement élu important, et elle va mener aux côtés de Jean-Claude Gaudin un combat pour les municipales de Marseille. Et nous sommes très heureux d'accueillir Martine Vassal, qui est élue à Marseille et qui préside le groupe UMP au Conseil général et qui se bat pour défendre nos idées sur cette terre des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup. Heureuse d'accueillir aussi, alors j'avoue, je suis partie côté Marseille, je suis obligée de rééquilibrer avec Nice. Ah oui, parce qu'on va avoir des problèmes dans cette région sinon. Donc je suis très heureuse d'accueillir le conseiller général que vous connaissez bien, très présent toujours à nos côtés et qui est adjoint au maire de Nice. Je remercie donc Olivier Bettati de sa présence. Commencer par ceux qui venaient de plus loin. Voilà, maintenant je vais saluer comme il se doit donc une sénatrice qui représente notre département, mais aussi et surtout notre circonscription, Hélène Masson-Maret, donc qui est à nos côtés, donc qui est élue de la ville de Grasse également. Merci beaucoup de ta présence. Je salue André Roita qui est à nos côtés, un peu fatigué. Le pauvre, il me parlait de ses problèmes de sinusite. J'ai eu l'occasion de lui donner quelques conseils aussi parce que c'est un de mes problèmes aussi. Et André, donc, vous le savez, il est maire de La Roquette. Il est engagé sur cette vallée de la Siagne. Nous en parlions jeudi. Il y a vraiment des élus qui s'engagent beaucoup sur ce territoire qui a des besoins spécifiques. Et donc, nous nous réjouissons d'avoir André avec nous pour un instant. Il va aller ensuite un petit peu se reposer, mais il est autorisé. Heureuse d'accueillir également le représentant du maire d'Auribeau, qui est avec nous, toujours présent, toujours fidèle. Merci beaucoup de ta présence. Heureuse de te retrouver, ainsi que Joël Pasquelin, le maire de Spéracène, militant UMP, voilà, qui est toujours présent à nos côtés. Heureuse de saluer Muriel Chabert, qui est élue à Grasse, qui représente Jean-Pierre Leleu. Et je peux dire en ton nom que nous avons de nombreux élus à la fois de La Roquette, de Grasse, d'Auribeau, de Mougins, du Canet. Merci à eux tous, merci à vous tous. Puis je termine par celui qui nous accueille toujours avec une gentillesse exceptionnelle. Vous le savez, j'ai choisi de m'installer à Pégoma avec tous nos amis de la circonscription UMP et puis dans le cadre de ma permanence parlementaire. Je voudrais lui dire que nous avons été heureux d'être à ses côtés jeudi soir pour son lancement officiel de candidature, et je voudrais lui dire que nous nous réjouissons de tous les combats qu'il mène et du travail qu'il fait pour Pégoma. Merci beaucoup, cher Gilbert, de ta présence. J'allais l'oublier, j'aurais eu vraiment tort, parce qu'il va mener lui aussi un combat important. Enfin, on aura l'occasion de parler des combats qui nous attendent à la fin de mon intervention. Je voudrais vous parler bien entendu des municipales. Et nous avons la chance, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un suppléant jeune, talentueux, motivé, qui a décidé de se présenter dans sa commune, et il sera candidat, donc il défendra nos couleurs à Montsartou, un combat important. Je remercie Christophe. Chers amis, je vous le disais donc, de grands remerciements de votre présence, de votre soutien, de votre amitié.
des remerciements donc, de cette fidélité, où vous avez cet engagement qui est important pour vous et donc que vous vivez à nos côtés et que vous nous aidez à faire vivre chaque jour. Je voudrais vous remercier de votre présence, bien entendu, et puis je voudrais remercier également pour tout ce que vous avez fait ces derniers mois. Notre famille politique a connu des moments compliqués, difficiles. À la suite de l'élection interne, vous le savez, il y a eu quelques tensions et nous avons réussi à surmonter les difficultés grâce à une famille politique qui s'est rassemblée. Nous avons organisé un congrès. Vous avez été nombreux donc à participer à ce congrès et à dire ce que vous souhaitiez, quel était votre choix. À la fois, c'était d'avoir bien entendu des statuts rénovés, modifiés, un parti modernisé, mais également donc de souhaiter que la direction collégiale qui s'est installée autour de Jean-François Copé soit maintenue, donc, et que cette action autour de notre président soit quotidien. Nous avons donc réussi à rassembler notre famille politique et nous avons vu à quel point cette famille était rassemblée au moment où nous avons rencontré nos difficultés cet été et où le Conseil constitutionnel a décidé qu'il n'y aurait pas de remboursement de l'État pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Il a fallu collecter 11 millions d'euros. 11 millions d'euros en 2 mois, puisque cette collecte a été faite pendant les 8 semaines d'été. Et c'est la plus grande souscription qui a jamais été lancée par une famille politique. Et vous avez été remarquable parce que vous avez répondu à l'attente de l'UMP, bien entendu. Vous avez répondu à Jean-François Copé et à Nicolas Sarkozy. Et vous nous avez permis de conserver notre famille politique pour mener les combats qui nous attendent. Cette mobilisation est exceptionnelle. Elle nous a permis à la fois d'accueillir de nouveaux adhérents qui ont eu envie de dire, écoutez, on compte sur l'UMP pour mener des combats, on a besoin de vous, on a besoin que ce parti soit en ordre de marche et donc on envoie à la fois notre adhésion et donc on fait un geste pour permettre de reconstituer ces 11 millions d'euros et d'avoir un parti qui ait la possibilité de mener les actions que nous souhaitons tous. Et puis il y a eu donc une mobilisation exceptionnelle sur donc cette souscription. Merci beaucoup. Sur cette souscription avec je vous disais les aspects financiers, mais la motivation de beaucoup de Français qui attendent de nous que nous mettions en place une politique nouvelle pour notre pays. Face à cette situation, nous avons 2 devoirs. Un devoir tout d'abord de nous opposer avec une véritable combativité et de montrer que toutes les décisions qui sont prises ou que les nombreuses décisions qui sont prises par les socialistes aujourd'hui sont des décisions qui doivent être contestées et contre lesquelles nous devons nous battre. Et d'un autre côté aussi, nous avons la nécessité de préparer une alternance crédible, à la fois avec un message politique qui réponde à l'attente de nos concitoyens, et puis également avec des hommes et des femmes qui ont envie de mener ces combats. Donc sur l'opposition, les messages que nous pouvons faire passer, c'est d'abord le message qui nous choque tous, de ce matraquage fiscal qui a été décidé par les socialistes depuis leur arrivée, alors qu'ils s'étaient bien gardés d'en parler pendant la campagne électorale. Le seul message que nous avions eu de François Hollande, c'était un message où il nous disait qu'il voulait faire payer les riches. Depuis, vous avez bien vu ce qu'il a fait en réalité. Il a fait payer les retraités, il a fait payer les ménages, il a fait payer les familles, il a fait payer les entreprises, il a fait payer tous nos concitoyens, et de façon lourde et douloureuse, puisque les impôts ont véritablement augmenté. Vous le savez, ce sont 50 milliards d'euros supplémentaires qui ont été décidés depuis que François Hollande est à la tête de ce gouvernement. Ce qui nous choque également, ce sont les messages contradictoires envoyés. C'est-à-dire que lorsqu'il a demandé un effort aux Français sur sa première année de présidence, il nous a rapidement dit qu'il y allait avoir une pause fiscale. Son ministre de l'économie nous a dit qu'il y avait un ras-le-bol des Français parce que la fiscalité était trop lourde. Puis on a commencé à voir ce message dans le gouvernement qui a été distillé peu à peu.
pour laisser croire aux Français qu'il n'y aurait pas d'efforts supplémentaires qui seraient demandés. En réalité, donc, on nous annonce une pause fiscale en mars 2013 pour 2014. Il nous confirme cette demande de pause fiscale en août 2013. Et enfin, nous avons le Premier ministre qui, lui, de façon très très claire, nous annonce que cette pause fiscale en 2014 n'aura pas lieu et donc il nous l'annonce plutôt pour 2015. Donc non seulement ils font payer les Français, et ils font payer les Français de façon difficile puisque vous avez vu, il y a plus d'1 million de nouveaux contribuables qui sont pénalisés aujourd'hui, mais en plus de ça, ils mentent aux Français puisque les discours sont totalement différents et incohérents, disant parfois donc qu'ils vont revenir sur tout ça, là où en réalité, on voit bien que leur cap est déjà très clair et qu'ils ont l'intention, pendant tout leur mandat, de faire payer les Français. Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous et qui nous inquiète tout particulièrement, c'est le sujet qui concerne la sécurité. Alors nous avons là aussi un jeu de rôle au gouvernement avec un Manuel Valls qui nous laisse croire qu'il joue, l'autorité de l'État, la présence de la police et de la gendarmerie et donc des messages très clairs envoyés aux délinquants. Mais parallèlement, nous avons une ministre de la Justice qui a d'ailleurs gagné pendant l'été l'arbitrage du Premier ministre et donc du Président de la République et qui, elle, est la championne du laxisme et qui montre des signes catastrophiques à la délinquance et qui nous inquiète là encore particulièrement. Premier message, suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs délinquants multirécidivistes. Premier message envoyé, et lorsqu'on sait ce qui s'est passé récemment à Nice avec un délinquant qui avait été condamné déjà 14 fois, on voit à quel point ces décisions sont inacceptables. Deuxième message, la suppression des peines planchers. Là où nous avions tout fait pour lutter contre la récidive, ce gouvernement envoie encore un message aux délinquants qui n'est pas celui que nous souhaitons, celui que nous attendons. Troisième message, alors que nous avons besoin d'un signe fort au niveau de la justice, elle souhaite mettre en place des peines de probation, c'est-à-dire que concernant des peines qui vont jusqu'à 5 ans de prison, les délinquants resteront à l'extérieur et n'iront pas en prison. Donc voilà la politique qui est menée en réalité dans notre pays au niveau de la sécurité. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est un point que j'ai trouvé très, très dur pour nous, non seulement au niveau national, mais au niveau de l'international, ça a été l'attitude du président de la République sur toute la crise syrienne. On a eu un président qui nous a annoncé qu'il voulait punir la Syrie, la punition. C'était le terme qu'il a employé. On a vu un homme décidé, déterminé, qui avait l'intention, un petit peu en dehors même de toutes les règles fixées par l'ONU, d'intervenir en Syrie. Et puis ensuite, le président décidé, motivé, déterminé, a fait plusieurs pas en arrière pour signaler qu'il attendait la position des États-Unis, qu'il attendait à la fois que le président des États-Unis dise ce qu'il souhaitait faire et surtout que le Congrès américain prenne sa décision. Et donc là, nous avons vécu plusieurs jours à attendre que les Américains décident ce qu'ils souhaitaient faire au niveau de la Syrie. Et surtout, nous avons vécu cette situation avec une grande frustration parce qu'après avoir parlé d'urgence et de nécessaire riposte, nous avions là un président syrien, un président français qui ne réagissait pas. J'accueille Richard Galvier, je vous avais dit qu'il allait nous rejoindre, le maire de Mougins, conseiller régional. Cette frustration, nous l'avons vécue encore lorsque les États-Unis ont décidé de rentrer dans une discussion avec les Russes et les Syriens pour trouver un accord et pour éviter le conflit. Là encore, on a assisté à ces discussions à la télé. La France n'était pas présente, comme on a pu le vivre dans d'autres époques, en première ligne pour décider ce qu'il fallait faire, pour essayer de trouver des alliés et des partenaires sur ces décisions. Et nous avons eu droit donc, là encore, à une nouvelle humiliation. Alors je vous parle d'humiliation parce que chez nous, dans notre pays,
Notre démocratie est ainsi faite et notre Constitution a fixé le rôle du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le chef des armées. C'est lui qui décide lorsque la France doit se lancer dans un conflit. C'est une décision lourde de conséquences, mais c'est une décision, et à ce moment-là, je crois que toutes les familles politiques sont d'accord, derrière laquelle nous nous rangeons quand c'est nécessaire. Il avait trouvé comme argument le fait qu'il y avait eu des populations civiles gazées et qu'il fallait, eh bien, puisque c'était un crime contre l'humanité, qu'il fallait que la communauté internationale réagisse. Eh bien, nous attendions de sa part, si avec tous les éléments qu'il avait en main, il lui semblait que c'était la bonne décision de tout mettre en œuvre pour réussir à trouver des partenaires pour se ranger à notre décision. Et si maintenant ça n'était pas le cas, il ne devait pas intervenir et menacer et annoncer une punition si on n'avait pas l'intention d'aller jusqu'au bout. Je trouve que là encore, la parole de la France a été particulièrement fragilisée. Les Américains, les Russes ont pris eux seuls les décisions et nous avons attendu patiemment qu'une solution diplomatique soit trouvée. Chers amis, nous attendons autre chose du président de la République. Nous l'avons vu sur d'autres dossiers dans le passé. La France a été à la pointe à la fois des combats diplomatiques et des engagements forts lorsqu'il a fallu en prendre. Nous avons été, là encore, humiliés au niveau international. Ce sont les gros dossiers sur lesquels je voulais vous mobiliser en vous disant que ce qui fera notre force, ce sera notre façon de nous préparer pour les prochains combats et surtout pour 2017. Mais pour construire 2017, pour réussir ce rendez-vous, nous avons besoin de nous reconstruire idéologiquement. Nous l'avons vu et nous organisons de nombreuses conventions à l'UMP, même si parfois les médias ne s'intéressent pas au fond sur toutes nos propositions, préfèrent les querelles de personnes. Nous avons ces conventions qui nous permettent de traiter tous ces sujets et d'avoir des propositions très concrètes pour nos concitoyens. Et comme je vous le disais, nous aurons à la fois ce rendez-vous avec les Français, avec les propositions. Jean-François Copé a souhaité en évoquer quelques-unes, en réalisant que les Français ne peuvent plus payer, ne peuvent plus se permettre d'avoir un État qui dépense comme il a dépensé dans le passé. Et nous avons besoin que l'État soit géré et que des efforts soient faits pour réduire le train de vie de l'État. Il s'est donc engagé à baisser les charges de façon forte pour que nos concitoyens voient une différence dans la gestion de notre pays. Il s'est engagé donc à diminuer la dépense publique. Il s'est engagé à revoir l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, qui nous coûte aujourd'hui 600 millions d'euros. Je vous rappelle qu'un certain nombre de nos concitoyens n'arrivent pas à se soigner correctement. Donc l'effort doit être fait d'abord pour nos concitoyens. Il s'est engagé à rétablir l'autorité républicaine. Je vous en parlais au niveau de la sécurité avec Madame Taubira. Ce sera un élément essentiel, bien sûr dans la justice, dans la sécurité, mais aussi dans la lutte contre les communautarismes, dans le fait qu'il faut respecter notre drapeau, qu'il faut respecter notre histoire, qu'il faut respecter notre société, qu'il faut respecter notre langue. Et il s'est engagé aussi, et c'est ce que nous souhaitons, et je crois que nous avons tous échangé, ça nous paraît une proposition forte à laquelle nos concitoyens doivent se rallier, à prendre des ordonnances lorsque si l'UMP revient à la tête de notre pays, à prendre des ordonnances sur les 6 premiers mois pour décider rapidement. Nous aurons un pacte avec les Français. Ce pacte, il aura été élaboré pendant toutes ces années de campagne. Il y aura des engagements forts et nous savons que ce sont dans les premiers temps, dans les tout premiers mois, où il y a cette légitimité du pouvoir et où il faut prendre des décisions qui s'imposent pour réformer notre pays. Cette décision, c'est un engagement fort de l'UMP et nous souhaitons y rallier le plus grand nombre de nos concitoyens. Donc mes chers amis, cette reconquête pour 2017, elle commence avant tout avec les municipales. Nous allons avoir un combat à mener important,
Alors bien sûr, dans ce département, c'est un département privilégié pour l'UMP, mais nous avons des combats à mener, et on en parlait avec Christophe, des combats à mener pour défendre nos idées sur tous les territoires. Puis nous avons des combats à mener dans différents départements de France, avec des villes à conserver et avec d'autres villes à gagner. Ce combat, il est essentiel. Tout d'abord pour bien rappeler que nous avons une autre façon d'envisager la gestion municipale. Nous, la police municipale, pour nous, c'est une fierté. Lorsqu'on met en place de la vidéosurveillance, c'est pour protéger nos concitoyens. Lorsqu'on décide eh bien, qu'il y a un certain nombre d'équipements à faire, mais avec une gestion tout à fait adaptée et en arrêtant le clientélisme comme peuvent le faire certains, c'est une façon de gérer de nos candidats. Eh bien donc nous allons aller défendre tous nos candidats. Nous avons déjà donné plus de 85% d'investiture à nos candidats et nous avons donc cette bataille à mener et cette bataille nous devons la mener avec vous et grâce à vous. Et puis ensuite nous aurons le rendez-vous des européennes, bien entendu, et le rendez-vous des sénatoriales. Et si nous réussissons nos municipales, nous pouvons gagner nos sénatoriales. Nous pouvons redonner un président UMP au Sénat. Nous pouvons avoir, dans l'autre chambre de notre pays, la possibilité de bloquer les textes que le Parti socialiste et ses alliés sont en train de nous faire voter en ce moment, malheureusement, par un manque de majorité. Donc ce combat-là, ce combat des municipales, ce combat des sénatoriales, sont des combats qui sont liés. Et c'est pour la raison pour laquelle nous préparons des candidats dans toutes les communes pour avoir le plus de représentants possible, de grands électeurs, pour voter ensuite pour nos candidats aux élections sénatoriales. Donc ma chère Hélène, c'est une perspective pour nous qui est très importante. Et cette perspective, eh bien, nous allons travailler avec tous les amis, avec tous les militants, pour préparer la reconquête des municipales et pour préparer la reconquête des sénatoriales. Alors, chers amis, eh bien, avant de vous retrouver pour partager ce déjeuner et puis partager aussi un moment d'amitié et de convivialité, je voudrais remercier une nouvelle fois tous les amis qui se sont mobilisés, nos militants qui vont assurer le service. Une équipe disponible, souriante, qui eh bien, est ravie de passer son week-end sur le terrain, à la fois par les distributions de tracts, les phonings à la permanence et puis le service pour cette grande réunion de rentrée. C'est vraiment très gentil à eux de participer et je les remercie et je sais que nous pouvons toujours compter sur eux. C'est une grande force et une grande chance pour nous. Merci. Et puis je voudrais souhaiter une nouvelle fois bon courage pour ces prochaines municipales à Richard, qui défendra son bilan et nos couleurs, bien entendu, à Mougins, mais nous ne sommes pas très inquiets pour lui. Donc, bon courage, Richard. Bon courage à notre ami Christophe, qui a un vrai combat politique à mener, et il sera soutenu. Bon courage à Olivier pour les combats qu'il mène sur Nice. À André, avec une meilleure santé, à toutes nos amies de la vallée de la Siane, et puis donc un remerciement tout particulier en lui disant que nous avons les yeux aussi et le cœur du côté de Marseille. Eh bien, nous allons regarder ce combat avec beaucoup d'affection et en souhaitant pour les Marseillais, pour les Bouches-du-Rhône et puis pour notre région, eh bien que Marseille soit gérée demain, comme elle l'est aujourd'hui, avec des hommes et des femmes de grand talent. Merci à tous.